Alors, bonjour à tous, bienvenue au webinaire Ma vie de chercheur, donc qui va être présenté par Reynald Gaborio, qui est orthophoniste à l'Université de Nantes. Je suis Émilie Gillier, j'anime le réseau Recherche et Innovation paramédicale. Et avant de laisser la parole à Monsieur Gaborio, je souhaiterais juste préciser quelques petits points d'utilisation du webinaire. Vous avez dû vous rendre compte que vous êtes en audio seul, vous ne pouvez pas interagir par la voix, vous avez seulement accès à l'audio de l'ordinateur. Si l'audio ne fonctionne pas bien, vous avez aussi accès par téléphone. Il vous suffit de composer le numéro qui s'affiche en haut de la boîte à outils avec le code PIN et vous pourrez nous rejoindre par téléphone. Si vous souhaitez poser des questions, il vous suffit de taper les questions dans la zone chatée, donc la zone qui est encadrée là par le carré vert. Nous répondrons aux questions à la fin de la présentation de Monsieur Gaborio. Si vous êtes en salle de réunion, que vous êtes plusieurs participants dans la salle, je vous remercie de bien vouloir me préciser le nombre de participants. Ensuite, la vidéo sera enregistrée et elle sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers dans la playlist du GIRSI. Toutes vos questions impliqueront la diffusion de vos noms, prénoms et fonctions et toute autre donnée que vous nous communiquerez à cette occasion. C'est votre prise de parole vaudra donc autorisation d'enregistrement et de diffusion des données. Si vous voulez aller plus loin, toutes les notions d'information associées au droit d'enregistrement sont détaillées dans le document partagé autorisation de webinaire. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Reynald qui va vous expliquer, vous présenter son parcours de chercheur. Non, ça ne marche pas. Bonjour, ça marche, j'ai mon écran. Voilà, l'écran est partagé. Bien, merci. Donc, on m'a proposé de vous présenter mon travail à grands traits. Je vais donc vous exposer. Ah, ça marche pas. Je vais donc vous exposer à grands traits, en tout cas dans un premier temps, quelques éléments de mon parcours personnel. Ensuite, le contexte dans lequel a mûri le projet. Et ensuite, et enfin, je donnerai quelques éléments de la recherche que je mène actuellement. Quelques mots rapides d'abord de mon parcours. Donc, après des études scientifiques, on va dire stoppées dans leur élan par une obligation qui était celle du service national à l'époque et qui pour moi a duré 2 ans, je me suis tourné vers l'orthophonie et j'ai obtenu mon diplôme en 2000. Mais parallèlement à mes études, en fait, j'ai toujours suivi des séminaires, notamment en anthropologie, en linguistique, etc., et des études en psychologie et en épistémologie et histoire des sciences, donc des sujets qui me passionnaient. Et j'ai toujours eu un certain goût pour la pluridisciplinarité. Quoi qu'il en soit, donc en 2002, j'ai intégré le CHU de Nantes dans un service de pédopsychiatrie, le centre psychothérapique pour grands enfants et adolescents. Au centre psychothérapique pour grands enfants et adolescents, donc CPGEA, on avait ouvert en fait un hôpital de jour pour accueillir des adolescents qui présentent des troubles du spectre autistique. Et j'animais en fait avec mes collègues infirmiers un atelier qu'on appelait l'atelier sonore, au sein duquel en fait je proposais tout un travail autour du son, de la voix, avec notamment des marionnettes, des jeux sociaux également créés à partir des intérêts que pouvaient avoir les jeunes qui participaient à cet atelier. Et puis à un moment donné, j'ai souhaité faire intervenir un ou une artiste, en tout cas dans l'idée que produire en fait une œuvre artistique collective permet que la contribution, on va dire, de chacun soit reconnue et que le jugement en fait se porte sur l'œuvre et non la personne elle-même. Elles sont ainsi, on va dire, protégées, mais peuvent en fait rapatrier dans un second temps cette reconnaissance vers elles-mêmes, pour le dire comme ça de manière un peu rapide. Donc j'ai contacté en fait un espace culturel et artistique nantais qui s'appelle le Stéréolux,
euh, plutôt orientés autour des musiques actuelles et des pratiques numériques. Et ils m'ont présenté en fait une artiste, Cécile Liège, une artiste sonographe qui travaille autour du son, avec laquelle on a mis en place des projets plutôt passionnants. Donc on travaillait autour d'un logiciel de traitement du son et chaque participant pouvait ainsi présenter aux autres ses créations et voir l'effet que ça fait sur les autres et sur soi-même. Ensuite, en 2014, donc les personnes de Stérolux m'informent en fait qu'elles travaillent avec une roboticienne, Sophie Saka, qui est chercheuse à Centrale Nantes et qui a créé aussi une association, l'association Robot. Et il me demande en fait si ça m'intéresse de travailler avec elle. Comme on travaillait déjà à partir d'un logiciel qui rendait extrêmement actifs en fait les jeunes, moi je voulais savoir si c'était possible que ces mêmes jeunes apprennent à programmer eux-mêmes le robot pour poursuivre en fait être dans la continuité du travail déjà qu'on proposait. Et en fait, Sophie Saka a montré que c'était tout à fait possible, et c'est ainsi que les robots sont venus s'insérer dans le dispositif, et que le projet qu'on appelle le projet robotisme est né. Et donc Serge Tisseron, qui est psychiatre, a eu vent de notre expérience et a proposé de rédiger un chapitre pour l'ouvrage qu'il organisait alors, qui s'appelle L'enfant, les robots et les écrans. Et donc, on peut connaître comme ça la première aventure de robotisme, donc, qui a débuté en 2014. Surtout, en fait, pendant toute cette première expérience au sein de l'hôpital de jour, on a observé des effets plutôt intéressants, en fait, à partir de ce projet, sur les interactions sociales des participants. Donc, on a essayé un peu de se renseigner sur d'autres utilisations du robot auprès des personnes présentant des troubles du spectre autistique. Et en fait, il n'existe actuellement aucune étude sur cette même utilisation du robot. C'est-à-dire les jeunes apprennent eux-mêmes à programmer le robot pour en faire quelque chose. Donc la question s'est posée de savoir d'abord si cette approche apportait de nouvelles connaissances et pouvait permettre de réfléchir à des pratiques nouvelles. Et donc une thèse a été organisée, alors co-organisée notamment par Centrale Nantes et West Industrie Créative, qui est en fait un programme initié par la région des Pays de la Loire pour accompagner certaines démarches de recherche pluridisciplinaires qui fédèrent sciences, technologie et création. Cette thèse, elle a une demande explicite qui est double, en fait. D'une part, évaluer effectivement les effets de la participation aux ateliers sur les interactions sociales, et d'autre part, une compréhension de l'intérêt et des limites du projet robotisme. Donc une thèse, en fait, qui fait se rencontrer plusieurs disciplines, aussi bien, par exemple, la robotique que la psychologie, par exemple. Et donc me voilà embarqué dans une thèse de 3 ans autour de ce thème-là, robotisme, une médiation thérapeutique pour les personnes présentant un trouble du spectre autistique. Alors, quelques mots quand même pour bien comprendre l'état des lieux aujourd'hui des études sur l'utilisation des robots comme médiation thérapeutique auprès de jeunes autistes. En fait, il faut savoir que cette recherche, elle existe depuis maintenant 20 ans. Pour les personnes présentant donc un trouble du spectre autistique, pour le dire comme ça assez rapidement, appréhender tous les facteurs qui interviennent dans une interaction sociale est souvent difficile. Donc l'idée de ces chercheurs est d'utiliser un robot, car cette machine semble a priori beaucoup plus simple à comprendre qu'un être humain. Et leur hypothèse, dès lors, c'est de s'appuyer en fait sur cette simplicité pour réduire l'angoisse, d'une part, et d'autre part, favoriser le développement de compétences nécessaires au développement des interactions sociales, comme par exemple l'attention conjointe, le fait de regarder à deux un même objet, l'imitation ou la reconnaissance des émotions. Il y a d'autres expériences encore qui existent. Donc là, je mets différents exemples. Vous avez en bas un travail sur l'attention conjointe, donc avec le robot Nao.
En haut, vous avez une expérience anglaise avec un robot qui a été fabriqué pour cette expérience, qui est le robot Caspar, et qui notamment cherche à travailler plutôt l'imitation. Et en bas, vous avez un robot belge, le robot Probo, où il s'agit de reconnaître différentes émotions. Je voudrais quand même souligner une chose, c'est que finalement, dans toutes les approches existantes actuellement, c'est un même paradigme du robot qui est utilisé, c'est le robot compagnon. Alors c'est quoi un robot compagnon? C'est un robot qui est en fait préprogrammé ou téléopéré, hein, quelqu'un l'opère à distance, un peu caché parfois, pour proposer des comportements ou des scénarios sociaux dans l'idée de provoquer certaines conduites chez le sujet devant lequel on met le robot. Et là, les sujets, justement, doivent répondre aux tâches demandées. Toutes ces études ont été étudiées et montrent plutôt des effets positifs, mais aussi un certain nombre de limites, notamment une limite qu'il s'agit aujourd'hui de mettre au travail, c'est celle qui touche à la généralisation aux êtres humains de comportements qui sont appris d'abord avec le robot. Donc notre idée a été de proposer tout à fait autre chose que le paradigme du robot compagnon, une approche plutôt alternative à ce paradigme qui s'appelle en fait le robot extension. C'est cette approche du robot qu'on utilise dans le projet robotisme. Le robot extension, en fait, il s'agit en groupe que les sujets apprennent à programmer le robot, à le faire bouger et parler pour interagir avec les autres, avec le monde, mais aussi dans l'idée qu'ils puissent s'en passer. Et ils le font parler et bouger comme ils le souhaitent, en fait. D'où aussi un pari, c'était aussi un pari au départ sur la programmation des robots et puis sur la créativité. Donc là, un schéma pour bien saisir la différence entre les deux approches, entre l'approche du robot compagnon et l'approche du robot extension, où on voit bien que d'un côté, le robot compagnon, en fait, simplement le jeune est mis face à un robot, il doit répondre aux sollicitations qui lui sont faites, alors que dans l'approche du robot extension, c'est le jeune lui-même qui décide de faire agir son robot tel que lui il le souhaite vers les autres. Du coup, dans cette approche du robot extension, c'est le robot et son logiciel. On utilise un logiciel qui est le logiciel chorégraphe, et on utilise un robot, qui est le robot humanoïde Nao, de SoftBank Robotique. Donc le robot et son logiciel ensemble, en fait, sont considérés un peu comme une machine à écrire, en fait. Avec ce logiciel et le robot, vous écrivez des mouvements et vous écrivez des sons pour le faire parler. Donc vraiment, notre abord du robot, c'est celui-ci, c'est le robot comme machine à écrire. Alors robotisme, le projet robotisme, c'est quoi concrètement? Il faut que j'en dise quelques mots. Donc nous accueillons en fait 6 jeunes présentant des troubles du spectre autistique de 11 à 16 ans durant en fait 20 séances. Mais ces 20 séances, elles alternent 10 séances robotiques et 10 séances non robotiques, à l'issue desquelles, en fait, un spectacle devant une audience beaucoup plus large est proposé. Durant les séances robotiques, eh bien, les jeunes apprennent, dans un premier temps, à programmer le robot, à essayer d'en faire ce qu'ils souhaitent, et puis ils préparent le spectacle. Et durant les séances non robotiques, eh bien, d'abord, on fait des jeux sociaux, et puis on commence à enregistrer les voix qu'on mettra sur le robot. On prépare un décor. Là, cette année, c'est un décor numérique pour finaliser le spectacle. Alors, j'en viens maintenant à mon travail spécifique de thèse. Outre l'organisation des ateliers, il me faut quand même analyser ces ateliers. Et là, je suis quand même face à un problème. Il y a beaucoup trop de facteurs qui interviennent dans un atelier thérapeutique. D'abord, on a de nombreux intervenants et on utilise de nombreux objets techniques. Donc, comment un peu spécifier notre objet? Alors là, moi, je suis parti en fait d'un principe épistémologique, c'est-à-dire qu'il s'agit de choisir un point de vue
pour aborder le phénomène étudié, et on va l'aborder à partir d'un déterminisme, on va dire supposé nécessaire et suffisant pour que ce phénomène ait lieu. Donc un déterminisme qui puisse expliquer que le phénomène qu'on observe ait lieu. Donc c'est un point de vue particulier qui a été choisi, et c'est un point de vue que j'appelle le point de vue social. Alors attention, quand j'utilise ce mot social, ce n'est pas un point de vue sociologique, en fait. Je parle de social au sens où les ateliers sont avant tout une rencontre, et qu'on suppose dès lors des processus sous-jacents à la mise en place de toute rencontre. Il existe d'ailleurs des pathologies, que ce soit en neurologie ou en psychiatrie, qui mettent à mal justement la possibilité de rencontrer l'autre. Donc c'est ce point de vue qu'on appelle le point de vue social. Et c'est à partir de ce point de vue qu'un regard spécifique est choisi et des choix dans les définitions, parce que qu'est-ce qu'une interaction sociale? Il existe de multiples débats autour de ces termes, donc il faut faire à un moment donné un choix épistémologique pour bien spécifier notre objet d'étude. Et donc c'est ce regard-là social qui me permet de faire ces choix et d'analyser cet atelier. Et au-delà, moi, ça me permet également, ce choix du point de vue, d'avoir un certain regard sur la place du robot dans le processus thérapeutique. Que je scinde, on va dire, en deux, c'est-à-dire qu'avant tout, le robot est perçu comme un objet technique. D'ailleurs, on le présente aux jeunes comme tel, comme une machine. C'est pas un compagnon, c'est pas un personnage, c'est un objet technique, comme peut l'être un ordinateur, un téléphone ou autre. Sauf que nous, c'est comme une machine à écrire. Et comme c'est une machine à écrire, je l'ai dit, à écrire des sons ou à écrire de la voix, eh bien, comme toute écriture, ça permet en fait d'inscrire du conçu dans une réalité qui devient perceptible, et notamment perceptible pour les autres. Et comme il programme le robot et qu'il le montre ensuite aux autres, eh bien finalement, c'est aussi une écriture d'une mise en scène. Je mets en scène quelque chose au travers du robot. C'est un objet technique, mais qui est utilisé donc comme un équipement au sein d'une rencontre sociale qui est celle des ateliers. Ça veut dire que ce n'est pas le robot qui institue au sens d'établir un lien social en lui-même. Le robot, c'est pas lui qui établit la relation. Il ne crée pas la relation. Par contre, il s'y inscrit. Mais malgré tout, en raison de ses spécificités techniques, eh bien, il demande à réorganiser, on va dire, le cadre de la rencontre, exactement comme une visioconférence. En fait, ce n'est pas l'ordinateur, l'écran qui crée la rencontre, mais le fait d'utiliser un ordinateur et un écran pour pouvoir parler à d'autres, eh bien, on va dire, m'oblige à prendre une certaine place. Là, je ne vois personne, donc essayer de parler comme ça en imaginant des interlocuteurs. Donc c'est l'objet technique qui ne crée pas la rencontre, je le répète, mais nous oblige en fait à réorganiser un peu le cadre de cette rencontre. Et le robot, en fait, il va amplifier certains facteurs du cadre thérapeutique, et puis il va en atténuer d'autres, et il va nous permettre ainsi de faciliter, en fait, dans un premier temps, le contexte d'interaction avec les autres. Parallèlement donc à l'organisation des ateliers, à une réflexion autour des processus en jeu lors de ces ateliers, évidemment, je travaille également à une évaluation de ces ateliers. Donc une méthodologie spécifique et des outils ont été mis en place en prenant en compte les travaux de l'INSERM, notamment sur l'évaluation des psychothérapies. Il faut savoir qu'il existe de grands débats sur ces questions-là et de plus en plus des arguments sont avancés pour le choix de certains outils, notamment quantitatifs et qualitatifs. Donc ça a été notre choix. Dans un premier temps, eh bien, il y a eu le bonheur de préparer un dossier de CPP qui prend un certain temps, et puis dès lors qu'on reçoit des gens, et puis dossier auprès de la CNIL. Au niveau même de la méthode en tant que telle, nous utilisons donc l'ADI-R, qui est un entretien semi-structuré, validé
et en plus reconnu internationalement, qu'on fait passer aux familles en début d'atelier et qu'on fait passer ensuite à la fin des ateliers. Au-delà de ces entretiens semi-structurés, on fait des entretiens avec les familles pour savoir, voilà, elles, ce qu'elles observent, ce qu'elles pensent un peu du travail qu'on propose. Toutes les séances sont filmées et on a mis en place, avec des personnes de la faculté de psychologie de Nantes, une grille d'observation et une certaine observation clinique pour essayer de retirer certains traits de ce qu'il se passe durant ces ateliers. Alors, je vais présenter des premiers résultats, là aussi, on va dire de manière schématique. Tout d'abord, en fait, puisque c'était à Paris, je l'ai dit, j'ai mis de réels techniciens au sens où tous les jeunes qui viennent, je n'ai pas dit, mais en fait, tous les jeunes qui se proposent ou pour lesquels les familles proposent qu'ils participent à ces ateliers, en fait, sont acceptés. On ne fait pas de choix de critères d'inclusion ou d'exclusion à partir du moment où un diagnostic a été posé et qu'elles connaissent au moins 2-3 lettres, on va dire comme ça. Donc ce sont de réels techniciens, ils n'avaient jamais programmé auparavant un robot, et on voit que les jeunes s'emparent très rapidement de l'outil. Et donc, a priori, que l'outil que nous utilisons est parfaitement adapté. On s'aperçoit également que tous les ateliers, toutes les séances apparaissent comme une situation peu angoissante. Alors, ça implique en fait que les participants peuvent facilement se repérer dans le contexte qu'on leur propose et qu'ils peuvent facilement l'appréhender. J'ai mis une forme de créativité, puisque au départ, lorsqu'on leur demande, par exemple, d'écrire ce qu'ils souhaitent avec le robot pour le communiquer aux autres, au début, on a plutôt des choses connues, on va dire des phrases issues de films ou de jeux vidéo qu'ils connaissent. Alors, typiquement, on va avoir des bouts de phrases issues, par exemple, de jeux comme Mario, It's Me Mario, etc. Et puis, peu à peu, on voit des formulations originales et les jeunes vont même jusqu'à pouvoir créer des dialogues entre eux via des robots. Donc on s'aperçoit très vite que les interactions sociales deviennent plus importantes, des liens s'établissent, des échanges même se construisent, où l'un parle et l'autre répond, c'est-à-dire l'un peut apporter une information, l'autre peut ajouter encore une information, et donc on a la construction comme ça de premiers dialogues. Et enfin, peut-être une dernière observation, au moins rapide, c'est que le robot apparaît véritablement comme un objet de satisfaction, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plaisir pendant ces séances, mais également que le robot peut autoriser l'expression de certains désirs que parfois les jeunes peinent à exprimer. Alors on a des phrases typiquement comme les profs sont des cons, voilà, peuvent s'exprimer comme ça sur leur quotidien, et notamment des choses parfois négatives qu'ils n'osent pas exprimer. Je vais terminer juste sur des remarques. On a remarqué en fait deux modes d'utilisation du robot selon les jeunes, comme deux invariants en quelque sorte. Et ça nous intéresse quand on met ça en perspective avec là où en est le sujet dans le rapport qu'il établit entre lui et son environnement. On appelle ça l'incorporation, d'autres auteurs appellent ça les processus de symbolisation, au sens où de toute façon, il ne suffit pas de percevoir les objets, il ne suffit pas de les mettre en mots, il ne suffit pas d'en être affecté, il faut encore les inscrire dans un monde qui peut être organisé malgré les changements qui nécessairement ont lieu. Et c'est vrai que chez de nombreux jeunes qu'on reçoit, le moindre changement dans l'environnement peut les mettre en difficulté. Donc une première utilisation du robot, on a un certain nombre de jeunes en fait qui manipulent le robot et son logiciel. Ce sont les jeunes généralement plus en difficulté. Et là, le robot, en fait, simplement, il s'offre comme un repère fixe extérieur qui leur permet de se donner une certaine présence, mais une présence avec d'autres.
Et donc, on voit que finalement, certains mots qui n'étaient pas forcément intégrés, on va dire, dans un lien avec d'autres, s'intègrent progressivement dans une forme d'interaction. Et deuxième mode d'utilisation, c'est on voit certains jeunes s'essayer avec le robot à des modes de rencontre avec l'autre. Alors là, ce sont pour des jeunes qui arrivent déjà à se repérer plus facilement dans ce qui les entoure. Donc, on voit qu'ils essaient de mettre en place en fait des façons, des manières de rencontrer l'autre. C'est parfois très difficile d'aller vers l'autre, et donc via le robot, en fait, eh bien, ils essaient des choses qui partent d'eux-mêmes par l'intermédiaire du robot pour essayer de faire créer des liens avec les autres. On termine avec ça, puisque ça fait aussi partie de mon travail, puis je n'irai pas trop au-delà, mais je développe en fait une forme de modélisation de tous ces processus en m'appuyant notamment sur la théorie des catastrophes de René Thom. Alors pour donner une image, en fait, il faut imaginer, pour expliquer un peu ce schéma, imaginez de l'eau au sommet d'un col, en fait, qui s'effrite peu à peu. Et puis soudain, à force de s'effriter, tout s'écoule, tout l'eau s'écoule dans le bassin le plus bas. Donc il y a un moment comme ça, dit de catastrophe, où l'eau s'écoule. Et c'est ce que vient modéliser ce schéma. Et donc pour le dire au moins rapidement, nous ce qu'on essaie justement, c'est d'aider les jeunes à avoir une certaine stabilité de soi vis-à-vis des autres, de les aider à mettre en place cette stabilité pour leur éviter justement cette soudaine déstabilisation qui leur arrive parfois dans la vie quotidienne. Donc voilà au moins de manière succincte la présentation de mon travail actuel. Donc merci de votre attention. Alors, je te remercie, Reynald, pour cette intervention. C'est absolument passionnant. Donc, si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à inscrire vos questions sur la zone chatée, du coup, dans la boîte à outils de GoToWebinar. Je relayerai les questions que vous me transmettez. Moi, j'avais une question. Enfin, tout ton parcours, il paraît très naturel. En fait, on sent que tu as été comme porté en fait vers cette thèse. Quelle a été ta rencontre avec la recherche en fait? Comment ça s'est passé au départ quand au fil des rencontres, finalement, j'ai l'impression que voilà, il y a eu un projet, il y a eu de la communication. Les rencontres ont fait que ce projet s'est amplifié. Et d'ailleurs, c'est absolument génial en fait de voir les interactions au départ du projet. Comment est-ce que le jour où tu es passé sur un mode de thèse, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé vers la thèse et quelles ont été les rencontres qui ont peut-être influencé sur ce choix de continuer? Comme je disais, donc en fait Sophie Saka, donc qui est la roboticienne avec laquelle on a construit un peu le projet, et donc elle est chercheuse à Centrale. Et Centrale en fait a été très intéressée par le projet. Et Sophie Saka aussi souhaitait en fait développer un peu ce projet. Et donc est allée du côté de Ouest Industrie Créative, de la région des Pays de la Loire, pour essayer eh bien, de pouvoir financer une thèse sur ce même thème. Et donc les personnes cherchaient quelqu'un qui avait plutôt un background un peu pluridisciplinaire. Et comme j'avais co-créé en plus le projet, en fait j'avais les deux les deux versants et donc ils m'ont gentiment proposé de poursuivre cette recherche. Alors comment ça s'est passé concrètement? Eh bien, on vous propose, est-ce que ça vous intéresse de faire une thèse? Est-ce que déjà il faut aller retrouver ses diplômes pour bien montrer qu'on peut avoir accès à une thèse? Et puis ensuite, on va voir eh bien, au CHU, on demande disponibilité, on voit un peu comment on peut s'organiser pour suivre cette thèse. D'accord. Et au niveau de l'abord, en fait, de la recherche, vraiment faire un projet de recherche, tu as été accompagné en fait par l'université ou ça s'est fait naturellement au décours du projet, le fait de savoir se poser une question, de savoir formuler. Tu nous as parlé de toute la méthodologie de recherche, de la conception de la recherche, toutes
toute cette méthodologie-là, tu l'as appris à l'université, en fait, au décours de ta thèse, ou c'est des acquis que tu avais déjà auparavant Alors d'une part, donc comme je l'ai indiqué, j'avais un master d'épistémologie et d'histoire des sciences et des techniques qui m'aidait à aborder la recherche. Et puis d'autre part, au sein de la thèse, en fait, nous sommes encadrés et donc on propose des choses, on voit si ça marche et en fait c'est quelque chose qui se construit en fait peu à peu. Il faut savoir que la première année, on va dire, de thèse, c'est plutôt un travail autour de l'état des lieux, justement, ce qui se fait. Et puis, on commence à tirer en fait les premières questions et on commence à voir comment on va construire un peu notre objet de recherche. Et c'est là où, dans cette construction progressive, en fait, on a des gens autour de nous aussi avec lesquels discuter comment bien de proposer quelque chose qui se tienne. Voilà, un objet un peu scientifique, on va dire. On peut ensuite proposer à la communauté scientifique. Voilà. Ok, merci. J'ai une question de Séverine Boutet qui demande: bonjour, ce projet a représenté quel budget et qui a financé? Très bonne question. En fait, le projet est financé, comme je disais, par d'une part Centrale Nantes et puis la région. L'association Robot offre ses locaux. Et puis on a également l'aide notamment de l'Université de Nantes via la fac de psychologie qui nous permet en fait d'une part d'avoir des stagiaires en psychologie, parce que j'anime pas seul ces ateliers. Et d'autre part, en fait, également le centre de formation d'orthophonie, où également des stagiaires en fait viennent nous aider lors des ateliers. Mais par exemple, les robots, une partie sont à l'association Robot et puis une grande partie, c'est grâce à Centrale Nantes. D'accord, merci. Je ne sais pas si on a répondu à votre question, Madame Boutet. N'hésitez pas à rebondir si vous avez des questions supplémentaires. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Oui, moi j'avais une question. Merci beaucoup, Reynald. Je voulais savoir quels étaient tes liens encore avec le CHU de Nantes et est-ce que le recrutement des patients, est-ce que c'est toujours sur la consultation du CHU de Nantes dont tu as parlé ou d'autres? Non. Merci de la question. C'est vrai que je suis passé peut-être assez rapidement sur ça. Non, le recrutement se fait maintenant en dehors du CHU. On fait un appel à participation auprès des associations, auprès par exemple des neuropsychologues de Nantes, des orthophonistes de Nantes, enfin tout le système de santé en fait de Nantes, pour savoir si effectivement des jeunes souhaitent participer au projet. Et en fait, les ateliers ont lieu au sein des locaux de l'association Robot. D'accord. Et enfin, la suite de la question, c'est comment tu vois ton avenir? Pour être franc, là, je ne sais pas en fait, parce que moi, c'est une thèse en fait en mathématiques appliquées. Alors selon aussi les CNU, vous savez, il y a des règles. Il se trouve que moi, je suis quasiment une personne âgée pour un thésard en mathématiques appliquées. Et donc, je sais que d'emblée, de toute façon, du côté universitaire, les portes me sont fermées. Voilà, c'est comme ça. Donc là, en plus, pour l'instant, je suis vraiment je suis la tête dans l'eau, hein, vraiment dans la thèse. Donc, je ne me suis pas posé véritablement des questions sur l'après. Ça va venir. J'ai justement la 3e année qui est là aussi pour ça. Voilà. D'accord, super, merci. Merci, il n'y a pas d'autres questions? On va laisser quelques minutes, savoir s'il y a des questions. Emmanuel de Nantes, j'ai l'impression du coup que tes données, tu vas les analyser d'un point de vue quantitatif avec
son matériau, on pourrait dire qu'il y a une partie quantitative avec les questionnaires et puis il y a une partie qualitative avec l'observation. C'est ça. Et puisque, ce que je trouve intéressant, c'est que tu relis ça aussi à une posture philosophique, en tout cas production de savoir. Est-ce que tu pourrais nous aider là-dedans? Parce que nous, on n'est pas très doués. C'est-à-dire comment tu peux joindre les deux? Parce que c'est parfois en histoire des sciences plutôt des courants très différents. Oui, tout à fait. Allez, alors, vaste question. C'est une vaste question. L'idée en fait, épistémologique là, qui m'est posée, alors je ne sais pas par où la prendre en fait. On va essayer. Gaston Bachelard, qui était un philosophe des sciences, disait qu'un chercheur doit avoir le sens du problème. C'est-à-dire que l'idée, en fait, n'est pas tant pour l'instant de l'analyse qualitative ou quantitative dans un premier temps, c'est ce que je disais, c'est déjà construire son objet. C'est-à-dire construire son objet, c'est-à-dire le définir et le délimiter. C'est-à-dire que notre objet, il n'est pas tout, quoi. Et à un moment donné, il faut pouvoir vraiment le délimiter. Et l'idée, quand on définit, qu'on délimite, c'est que justement, il peut être falsifiable. C'est-à-dire que dès lors que notre objet, il est bien circonscrit, c'est le but, en fait, parce que c'est, on va dire, c'est un peu l'idée scientifique, notamment chez Popper, mais on retrouve ça chez Bachelard, c'est que c'est pas tant, en fait, que ce qu'on va montrer est vrai, que la possibilité que d'autres nous disent que notre définition de base n'était peut-être pas la bonne, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, peut-être qu'il faut prendre un autre point de vue, peut-être que le point de vue que j'ai choisi n'est pas bon, c'est-à-dire donner en fait les outils à d'autres de pouvoir critiquer notre travail. Donc c'est vraiment on va dire toute la première et vaste partie du travail, parce que il faut, Bachelard disait par rapport au quantitatif, il ne faut pas mesurer pour penser, il faut d'abord penser avant de mesurer. En tout cas, c'est une super conclusion. Hein. Merci beaucoup, Reynald. Merci. On va peut-être conclure là-dessus, juste pour rebondir sur la question de Madame Boutet. Elle vous remercie de votre réponse. Voilà, du coup, je vous remercie en tout cas de la qualité de l'intervention. C'est très intéressant, ça amène à réfléchir et j'espère que ça aura inspiré plusieurs participants pour se lancer sur des projets en fait comme le vôtre. Je me permets, enfin voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à revenir soit vers moi, soit directement. Je vois que vous avez mis votre adresse mail, Reynald, sur la dernière diapositive, donc à échanger en fait, autour du projet. Mais en tout cas, c'est captivant et je te remercie pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite, du coup, le prochain Café Lecture, il n'y aura pas de Café Lecture pour cet été. Le prochain Café Lecture aura lieu en septembre et donc il sera animé par Laurent Poiroux, ici présent, et il parlera de l'impact d'une formation par la sur la charge mentale des infirmières. Donc, une étude qui a été publiée dans le JAMA. Donc, je vous invite à nous rejoindre en septembre. Bonnes vacances à tous et à très bientôt. Merci.